prendre une décision trop facile. J'ai bien conscience, effectivement, des écueils que ça peut entraîner. Sur votre deuxième point, on ne va pas faire ici une consultation juridique, mais vous avez entièrement raison. Oui, c'est difficile. Oui, la voie est étroite pour faire entrer les arguments de type socio-économique et dans la législation européenne, pas seulement socio-économique, d'ailleurs éthique aussi, et dans la législation européenne et dans les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Mais contrairement à ce qu'on dit parfois, elle existe quand même, c'est-à-dire dans les textes de l'Organisation mondiale du commerce, et en particulier dans l'accord général du GATT, il y a une voie possible. Et vous savez très bien qu'à l'Organisation mondiale du commerce, il y a une réflexion en cours. Ça avance à tout petit pas, beaucoup trop, pas du tout assez vite pour nous, mais il y a une réflexion en cours et une dynamique en cours pour faire en sorte qu'effectivement le commerce international et la capacité d'un État à le limiter ou à l'interdire sur son territoire ne soit pas uniquement limité à des considérations ou subordonné à des considérations environnementales et sanitaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça votre question. Il faut continuer à bouger. Et de ce point de vue-là, notre gouvernement a une responsabilité particulière, je crois qu'il entend l'assumer avec force, puisqu'il a été quand même l'un des instigateurs du HCB et de cette logique qui consiste à ne pas se contenter d'évaluer les risques environnementaux et sanitaires, avec une certaine, vous le dites très bien, vous avez très bien compris la situation, il y a un certain artifice là-dedans, puisque en même temps qu'il met en place un HCB qui non seulement s'intéresse aux aspects environnementaux et sanitaires, mais aussi aux aspects socio-économiques, il sait pertinemment que ces aspects socio-économiques, il ne pourra jamais les faire valoir au plan européen et pas non plus au plan international, puisque par hypothèse, le spectre de la réglementation européenne, aujourd'hui, il est limité à l'environnemental et sanitaire. Mais qu'est-ce qu'il essaie de faire par là? Il essaie juste d'amorcer une dynamique au plan européen. C'est pas demain que ça se fera, mais ça sera peut-être après-demain, après-après-demain. En tout cas, de mon point de vue, il faut s'y tenir. Et il faut s'y tenir, parce que c'est indispensable d'éclairer la décision publique du fait que ceci peut être dangereux pour la santé, ceci pour l'environnement, mais aussi le fait qu'il peut y avoir un bénéfice pour le consommateur, il peut y avoir un bénéfice pour l'agriculteur, ou au contraire, il peut y avoir un vrai problème en termes d'économie nationale, blablabla. Mais aussi parce que jusqu'ici, les gouvernements ont trop été conduits, bêtement, je trouve, par la réglementation, à justifier leurs décisions en la matière sur des fondements environnementaux et sanitaires, alors qu'en réalité, les vraies raisons, elles étaient ailleurs. Alors, donc je pense qu'il faut sortir de cet artifice-là et reconnaître que ce qu'on appelle les autres facteurs légitimes, qui ont quand même un peu leur place, puissent avoir voix au chapitre. Oui, merci. Pardon, je suis là, je suis tout prêt. Marc Imbert, donc je suis professeur de métrologie de cette maison et je voudrais parler aussi au nom de l'Académie des technologies, bien que j'ai bien compris que les académies n'avaient pas forcément une très bonne presse dans cette enceinte, en tout cas parmi certains qui se sont exprimés. D'abord, madame, je voudrais vous remercier de nous avoir montré sur cet exemple comment on distinguait bien les échelles de décision, les échelles d'instruction des dossiers, comment on faisait appel à l'expertise scientifique au départ, si c'était un sujet scientifique, avant de la coupler avec des problématiques liées à des intervenants, que ce soit des intervenants économiques, industriels et sociaux. Et c'est vrai que c'est sans doute un peu difficile pour mes élèves qui sont dans la salle de transposer cela directement au monde de l'entreprise, mais on va retrouver ces différents aspects de prise de décision, d'instruction des dossiers, d'ouverture pour le futur, tel que vous venez de mentionner, dans les différentes strates des métiers de l'entreprise, et en particulier du métier d'ingénieur ou de cadre auquel ils sont destinés. Bon, ma question n'est pas là-dessus. Il se trouve que les 5 des académies, qu'il s'agisse d'un cabinet d'Institut de France comme les sciences ou les sciences morales et politiques, qu'il s'agisse d'établissements publics comme l'Académie des technologies, qu'il s'agisse d'autres structures comme l'Académie de médecine, l'Académie d'agriculture, ont maintenant une charte de l'expertise à peu près commune et se lancent sur cette logique d'être capables, en leur sein ou conjointement entre elles, de mener, à la demande de qui voudra bien les solliciter, puisqu'elles ne s'auto-saisissent pas, sauf dans des cas très particuliers, des missions d'expertise. Vous êtes ici typiquement dans le cas où ces gens ne sont pas nommés, ils ne sont pas désignés selon des critères qui seraient des critères de représentation, de politique, de tout ce que
que l'on voudrait d'idéologie ou autre. Ils sont a priori recrutés par leurs pairs sur des questions de notoriété et sur des questions de reconnaissance internationale principalement. Alors on peut critiquer tout ce que l'on peut là-dessus, c'est vrai, on peut dire que l'âge moyen est élevé, c'est vrai, j'espère avec d'autres contribuer à le faire un peu baisser, mais je crois que les choses sont en train de changer puisque notre dernier recrutement à l'Académie des technologies est une jeune femme qui a moins de 35 ans. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus dire cela dit d'une personnalité éminente. Ma question est un peu autour de ces questions de compétence, de pluralisme, d'impartialité, de transparence, qu'on va retrouver comme des impératifs des missions d'expertise. Quelle est la situation du comité, du conseil scientifique et du futur groupe d'experts permanent, si j'ai bien compris, en tout cas groupe d'experts ouverts de référence que vous souhaitez mettre en place? Disposez-vous d'une charte éthique? Allez-vous établir une charte éthique? Pensez-vous aller au-delà de, je dirais, la sélection dans un critère de désignation par la puissance publique ou de désignation indirecte par la puissance publique? Quelle est la situation et quelles sont les perspectives dans ce domaine? Bon, la situation est simple. On s'est doté dès le premier jour d'un règlement intérieur qui égrène toute une série d'obligations, de confidentialité, de déclaration des liens d'intérêt, etc., etc. Bon. Maintenant, il faut effectivement aller plus loin. Et à cet égard, on est en train de préparer une charte qui a moins pour objectif de faire en sorte de dépasser des difficultés qu'on aurait pu voir, notamment des conflits d'intérêts. C'est pas tellement ça. Qui a plus pour objectif de rappeler aux membres à quel point toute la richesse du Haut Conseil des biotechnologies, elle tient à la diversité de ses membres. Ça, c'est pas toujours facile tous les jours. Il y a des frottements, il y a des grincements, et c'est bien normal. Et donc, le rôle des présidents, c'est de faire en sorte que cette richesse-là, elle soit maintenue, et que le débat, l'ouverture, l'écoute, etc., soit toujours possible. Il y a des cas de figure dans lesquels c'est difficile, je ne vous le cache pas. Après l'arrachage des vignes, après l'affaire Serralini qu'on vient de traverser, oui, il y a des moments, je vous le disais, le HCV est quand même très confronté, très sensible à ce qui se passe dans les arènes extérieures. Et donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, on est en train de préparer cette charte de l'expertise qui rappellera à chacun un certain nombre non seulement d'obligations, mais d'engagements de nature plus morale. Voilà. Bien, merci beaucoup.